Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, The Apartment, The Iron Giant et Shaun of the Dead. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable, soit les goods, the bad and the ugly, de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'accueille le cartooniste robuste, un scénariste, créateur de jeux vidéo, mais si vous le connaissez surtout comme un brave podcasteur, celui qui tient le flambeau du podcast à bout de bras depuis une bonne dizaine d'années, bientôt, je pense. Yannick Belzile, bonjour Yannick. Bonjour Guillaume, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, je ça viens va juste de poser bien. la question, fait que tu m'as déjà Mais répondu. regarde, je vais répondre à nouveau. Ça va Oui. bien, ça va bien. Écoute, mes bras meurtris te tendent ce flambeau, car ça fait 10 ans. Ça va bientôt faire 10 ans, en effet. Alors, il faut Ouais, que ouais. quelqu'un... Tiens-le pour un petit bout, s'il te plaît. Ça va me faire Ils vont s'en plaisir. meurtrir. Oui, parce que bon, ça, tu co-animes avec Pierre-Luc Racine et Gabriel Caron le podcast Trois Bières. Oui. Vous êtes bientôt, très bientôt rendu à 500 épisodes. Mhm. Pensais-tu te rendre là un jour? Non, vraiment pas. Trois bières a commencé, c'est une affaire que je faisais pour le fun et comme projet, le fun à faire avec Pierre-Luc. Et éventuellement, quand elle s'est jouée à nous, à Gabriel aussi. Mhm. Mais je pensais pas que ça allait continuer aussi longtemps puis m'amener aux places où ça m'a amené, Ouais. que ce soit dans des festivals, rencontrer du monde vraiment intéressant et cool, promener à travers la province aussi. Fait que c'est une belle ride pareil. C'est une belle ride pareil, puis on a hâte que... Pour une autre raison pour laquelle on a hâte que les choses reviennent à la normale, c'est de pouvoir recommencer à faire ça, puis de sortir de nos studios et de nos maisons avec l'émission. Oui, ben oui, c'est sûr. Puis de peut-être faire une 500e officielle avec un public ici un jour, Ça serait le on fun. peut le vivre. Oui, ça, puis retourner au cinéma. Les deux grosses Ah, affaires mon Dieu. qu'on veut faire. J'ai rêvé que j'allais au cinéma l'autre jour. Puis c'est un rêve duquel je me suis. Ben, dans mon rêve, je me disais, j'ai pas d'affaires là. Je peux pas être ici. Puis les gens autour de moi, c'est. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais comme, oh non, je suis en train de devenir parano avec ça. J'ai très, très hâte d'y aller pour vrai, de pas avoir peur des gens autour de moi, puis de juste apprécier ces images magiques qui vont être sur une toile devant moi. Mon Dieu, ça va être tellement beau. Je pense même au très mauvais film que j'ai Hmm. vu, mais dans une ambiance commune qui parvenait quasiment que dans mes souvenirs maintenant, c'est magique. Ouais. Tu sais, là, je suis comme, oh wow, Sonic the Hedgehog. Quel ride pareil, hein? Incroyable. Quel beau film! Doolittle. On était toutes là. J'ai Toutes pas là. osé, mais j'ai des bons souvenirs d'avoir vu Cats au cinéma. Ouais, Euh, crime. Ben, ça aussi, ça, là, ben, il n'y avait pas grand monde dans la salle quand on était voir 4, ma copine et moi, mais ça, je me rappelle, c'était une journée pendant les fêtes où on a été voir plusieurs films dans la même journée. Fait qu'on a fait back-to-back Cats et Little Women. Mais petit drink entre les deux. Petit drink et aller s'acheter un jeu de Rumillo entre les deux. Puis, quelle belle soirée, mais je me rappelle, on était allé au pub McLean's après, quand je vais voir des films au centre-ville, je vais prendre une broue au pub McLean's après. Il y avait des championnats de Tetris à la télévision. Quelle belle journée. Mhm. Où ce que je revoyais, puis je repensais à Cats, que c'était quelque chose. Mais tu sais, Cats, ça, il fallait vraiment que tu le voyais au cinéma. Je peux pas imaginer que la folie fiévreuse de Cats opère si tu le regardes chez toi. Là. Faut que les Cats soient plus grands que toi. Faut que ça soit Oui, plus gros que oui, toi. pour apprécier tout ça, là, oui, complètement. Il faut que le manteau de poils de Dame Judi Dench en chat puisse servir de toile sur ta maison. Oh, oui, oui, absolument. Faut que quand la caméra de M. Hooper qui n'arrête pas de se promener
te donne quasiment le goût de vomir aux 15 minutes du film. Aux premiers 15 minutes de film, t'es comme hey, ça va-tu être de même tout le long? Puis faut que tu aies un sentiment d'inquiétude. Oui, bah oui. Là, ça se stabilise, c'était comme few. Mais pendant un instant, je pensais que j'étais en danger. C'est déjà beaucoup de temps qu'on vient de donner à Cats pour la Écoute, qualité de ce film-là, mais je écoute. suis content d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Avant qu'on embarque dans ta liste, je pose la question à tout le Mhm. monde. Ben, toi, tu viens de l'Abitibi. C'est quoi les Exact. films avec lesquels tu as grandi dans ton village abitibien? Comment s'est forgé le jeune Yannick Belzile dans les années 80? Ben, le jeune Yannick Belzile a forgé son amour du cinéma, je te dirais, surtout par la location de vidéocassettes et de super écrans et de la Hmm. télévision et d'écouter des films à la télévision. Parce que quand j'étais jeune, je me rappelle quand j'étais jeune d'être passé en char avec mes parents. Mes parents conduisaient, moi j'avais comme 3 ans, que passer devant un building qui avait récemment été éteint par les pompiers et une vague connaissance que c'était l'ancien cinéma de la salle. OK. Fait que ça a pris du temps, mettons, comme tu sais, quand j'écoute ton émission ou quand je parle à des amis qui aiment le cinéma, tu sais, ils ont souvent découvert des films vraiment plus jeunes sur le gros écran du cinéma. Moi, ça ne m'est pas arrivé avant, mettons, que j'aille 9 ans Ah ouais. dans un cinéparc. Euh, Puis que je me rappelle, mettons, les premiers films que j'ai vus au cinéparc, je pense que c'est dans le même week-end, parce qu'on était à chaque été, comme ma famille du bord de ma mère est à Montréal. Fait qu'on descendait à Montréal, puis on visitait toute la famille, puis on faisait du camping, puis on allait voir des affaires. Puis là, euh, fait que dans la même semaine, me semble, au cinéparc, j'ai vu Les Lavigueurs des ménages, qui était comme ce que OK. mon père voulait aller voir. Ce qui n'est Et pas on a très vu. kids-friendly, là. Ouais, mais ça a été correct. Ça s'est bien Oui, passé pareil. oui, oui. Puis on a été voir Batman de Tim Burton, genre dans le Ah! même week-end. Fait que tu sais, beaucoup de choses se sont formées. Mais sinon, avant ça, moi, mon amour du cinéma, ça se passait justement par l'écran de la télévision. Mhm. Euh, Fait que j'ai des gros souvenirs de louer, vraiment de louer des films de Disney d'animation avec mes parents. Euh, je me souviens très jeune d'avoir demandé à mon père de louer Robocop, puis Hmm. qu'on l'ait vu. Puis ce que je me souviens, c'est que un moment donné, dans le premier tiers du film, je me suis levé parce qu'il fallait que j'aille faire pipi et je suis juste resté debout. Je ne suis pas allé aux toilettes, puis j'ai écouté le film tout le long. Puis je me suis pas uriné dessus, du moins pas dans mon souvenir. Et Paul Verhoeven m'a transformé en statue Oui. le temps d'un probablement 90 minutes, Wow. ben tête. Puis ça m'a vraiment marqué, j'ai beaucoup aimé ça. Puis je me rappelle aussi qu'il y a mon cousin, Mhm. Sylvain, que j'allais visiter, que lui, il arrêtait pas, lui et sa mère enregistraient quasiment tous les films qui passaient à la TV. Fait qu'il y avait comme une armoire de cassettes, puis un cahier Canada avec toutes les telles cassettes à ces films-là Ah. dessus. Fait que je me rappelle que d'avoir visionné beaucoup de films comme ça, tu sais, Roadhouse, quand j'étais jeune, je l'ai vu comme Ouais. ça. Je me rappelle que sur sa cassette à lui, il n'y avait pas comme les 5-10 premières minutes de Empire Strikes Back, mais on l'écoutait tout le temps quand on allait chez eux. Fait que pour Mhm. moi, même à ce jour, quand je réécoute Empire Strikes Back, il y a beaucoup d'affaires qui se passent sur Hoth, c'est encore nouveau pour moi. Je suis comme, ah oui, c'est OK. vrai, il y a ça au début, nice. Fait que ça s'est beaucoup passé comme ça. Et les films que j'ai. Puis aussi, pendant un bout, bien sûr, on avait super écran piraté. Et Mhm. Comme tout le monde dans les années 80-90. ouais, c'est ça. Puis j'enregistrais des films là-dessus. Puis j'ai un souvenir d'un été de films que ma soeur puis moi, on enregistrait puis on écoutait beaucoup back-to-back. Ma soeur a écouté back-to-back Cry Baby de John Waters Hmm. énormément. Fait que je le sais comme par cœur sans le savoir. Ouais. Puis moi, il y a Terminator 2 que je me rappelle aussi d'avoir Yes. écouté plusieurs fois. Puis un film en commun qu'on avait ma soeur puis moi aussi par la suite, même si on les met les deux chacun l'autre, c'est quand le premier Mission Impossible est sorti aussi. Je me Hmm. rappelle on l'avait enregistré à un moment donné, puis on se le clenchait en masse. Et pour continuer mon historique de piratage, j'avais trouvé comment brancher la caméra vidéo de mon père Mhm. après la télévision et le vidéo afin de faire jouer un film qu'on louait
par la caméra. Ouais, ouais, ouais. Il l'a enregistré avec la vidéo normale pour faire des Ouais, dupes, ouais, ouais. pour copier des films. Et sur la même cassette, j'avais Tortue Ninja 1 et 2. Puis laisse-moi dire que je vivais bien avec cette cassette-là. Je peux imaginer, oui. Écoute, on va rentrer dans ta liste Oui, absolument. avec ça. On retourne en 1960 avec The Apartment, un film Oui, extraordinaire, oui. fabuleux de Billy Wilder qui met en vedette Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Et le vil Fred McMurray. Et la ville Fred McMurray et une ville de New York qu'on a l'impression qui est sortie tout droit de Mad Men. Mhm. Euh, c'est c'est un film pour moi qui a un scénario parfait. C'est tellement bien cousu. Peux-tu me le résumer? Alors, on suit Jack Lemmon qui joue C.C. Baxter, aussi Mhm, connu sous le nom de Buddy Boy, qui est un comptable qui travaille dans une compagnie d'assurance et qui semble voir le monde entièrement comme une grille de chiffres mhm. et qui essaye de monter l'échelle corporative dans la compagnie d'assurance dans laquelle il travaille. Et quand le film commence, il est déjà pogné dans un genre d'engrenage qui lui permet d'avancer corporativement. C'est qu'il loue pas, mais il laisse son appartement à prêter à des boss, à des supérieurs, afin qu'ils puissent fricoter avec des jeunes dames loin de leurs femmes. Et lui, il se retrouve souvent dans le fret et dans la misère parce qu'il rend service à ces gens-là, mais il rend service justement à ces gens-là pour pouvoir s'avancer dans la compagnie. À travers tout mais il vit tout de même une existence un peu froide et solitaire. Mhm. À travers tout ça, il rencontre Mrs. Kubelik, qui est une des dames d'ascenseur, une chasseuse, une piloteuse d'ascenseur Ouais. dans le building dans lequel il travaille. Et il est intéressé par elle, il est charmé par elle et il décide d'essayer de sortir avec et ça se passe plus ou moins bien parce que Miss Kubelik, elle, est déjà comme en relation avec son boss qui est joué par le vil Fred McMurray. Oui. Et fait à travers le fait que lui, il prête son appartement essentiellement à son boss pour qu'il puisse continuer à entretenir une relation avec la fille sur qui il capote. Et il, il voit comme une façon de sortir de son existence plus froide et plus triste, mais en même temps, tu sais, ça va lui coûter son avancement corporatif. Mhm, Mais là, il est vraiment en amour avec elle. Ça se tire, ça se déchire. mhm. Puis c'est un film qui est vraiment un triangle entre les personnages joués par les trois acteurs qu'on a mentionnés. Ouais. Mais ces trois personnages-là sont riches, sont le fun, ils ont de l'esprit. Et c'est pas mal ça qui se passe. Et c'est là qu'on voit comme un genre de moule de comédie romantique Ouais. aussi, un peu dramatico-romantique, mais que quand tu le vois pour la première fois, puis moi j'ai vu The Apartment pour la première fois comme l'an dernier. OK. Puis c'est devenu un film super important pour moi très Mhm. rapidement. Mais c'est que tu vois comme plein d'affaires qui essayent d'avoir ce moule-là ou Oui. qui s'utilisent ce moule-là pour essayer de raconter une belle histoire comme ça. Et c'est ça, moi, la première fois que je l'ai vu un peu en début de pandémie, où ce que je me suis dit, ben là, il faut que j'étende mes horizons. Et j'ai souvent entendu parler de Billy Wilder. Fait que Ouais. là, moi, puis cette semaine-là, sur iTunes, The Apartment à 4$. Fait que là, je l'ai acheté immédiatement. Je l'ai écouté, puis j'ai trouvé ça absolument génial, chaleureux, Ouais. charmant, drôle. Ouais. C'est un film, c'est dur de pas tomber amoureux de ce film-là dès le premier visionnement. Moi aussi, ça m'a fait le même effet. Je l'ai vu quand j'étais étudiant en scénarisation à l'UQAM. D'un coup, premier visionnement, j'ai fait ce film-là va me marquer pour le restant de mes jours. Puis c'est pas. C'est un grand film, mais c'est pas un film qui essaye d'en faire trop, qui essaye d'être vraiment profond ou ça devrait pas l'être. C'est une histoire tellement simple, mais super belle. Puis ça se passe à Noël. Miss Kubelik, Shirley MacLaine,
fait une tentative de suicide, mais ça reste drôle. Mhm. C'est pas lourd, ces moments-là. C'est un film. C'est un peu un ovni, mais tellement que tous les codes de la comédie populaire sont réunis. Ça s'explique bizarrement, ce film-là, je trouve. Oui, puis, tu sais, puis moi aussi, comme ce qui m'y est venu, c'est ça, c'est un excellent film, mais Mhm. mon esprit de scénarisation a vraiment été happé par ça parce que c'est vraiment juste du monde qui se parle dans des pièces. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est l'affaire qui, t'imagines, coûte le moins cher au monde puis qui est le plus de base facile à exécuter, mais c'est en même temps, c'est de l'acrobatie de dialogue, puis de jonglage de ton, puis parce que justement, il y a des affaires vraiment tristes. C'est comme Shirley MacLaine est capable d'exprimer un genre de tristesse vraiment profonde à travers une ligne drôle. Puis Jack Lemmon est à la fois des fois un peu chaleureux, mais aussi pathétique et Mhm. triste. Il y a vraiment beaucoup de profondeur là-dedans. C'est vraiment bon et chaleureux. Et puis il y a un aspect très. C'est ça, comme la solitude pendant le temps des fêtes, qui est devenu comme tout de même un miroir de ce qu'on a vécu cette Oui. année pour bien du monde. Tu sais, un film qui est capable de capturer, puis ça, c'est les autres films de Billy Wilder font ça beaucoup aussi. Il est vraiment capable de capturer des fois le sentiment d'être tout seul dans un party. Ouais. Oh, oui, je comprends. Puis ça, c'est vraiment une vibe précise à, tu sais, comme à émettre et à te faire comme vivre en tant que téléspectateur. Mhm. Puis je trouve que c'est ça. Puis le film est entièrement ça. Il est satisfaisant. Tu comprends pourquoi ces personnages-là tombent en amour l'un de l'autre. Puis j'étais vraiment impressionné. Puis là, ça me envoyé sur un chemin d'essayer de visionner en masse de Billy Wilder. Puis, tu sais, ses hits sont. Oui, oui, tu Ouais, comprends ça, c'est des tout de nothing suite but pourquoi net, c'est bon. là. Oui, oui. Tu sais, t'écoutes, après, tu sais, j'ai commencé à écouter vraiment plus du film noir, puis là, tu écoutes Double Oui, Identity, puis là, t'es comme, OK, c'est tout là. oui, oui. Puis il y a pratiquement tout comme formulé le noir avec juste un film. Puis là, t'es Ouais. comme, Tu sais, c'est un gars qui s'est attaqué à peu près tous les genres qui existent. Mhm. Ben, c'est ça, tu sais, film noir, comédie, suspense avec Sunset Boulevard, Oui, oui. l'espèce de comédie romantique, l'espèce de comédie, bah, c'est pas nécessairement Screwball, mais tu sais, Seven Year Itch, ça reste une comédie un peu lubrique sur un gars qui se pose la question est-ce que je devrais tomber amoureux de Marilyn Monroe? Mhm. Est-ce que la question se pose? Puis tu sais, Some Like It Hot, ça a fini avec le style punch assez incroyable. Je sais pas, as-tu vu la série de la BBC, Sherlock? J'ai pas regardé la série de Sherlock, non. Ben, tu vois que Billy Wilder, dans les années 70, a fait un film qui s'appelle The Private Life of Sherlock Holmes. Mhm. Et tu vois vraiment que, tu sais, toute l'esthétique d'un ton, puis de Holmes et Watson, qui sont des bros, puis qui sont plus comme des vraies personnes, ça vient justement de Private Lives of Sherlock Holmes que Billy Wilder a écrit et réalisé. Je dirais que c'est pas. C'est sympathique, là, mais c'est pas bon comme c'est classique Mhm. non plus, là, mais c'est bien. Fait que, ouais, il a inventé plein d'affaires. C'est vraiment bon. Puis aussi, c'est ça, un niveau juste du monde qui se parle, puis c'est Ouais. beau, puis c'est profond, puis c'est tellement d'émotions. J'adore. Puis comme je t'ai dit, dans le fond, ça fait même pas un an que je l'ai vu, mais c'est devenu un film que j'y pense fréquemment, puis que je réécoute, puis que je suis Mhm. comme, ah ouais, Christy, c'est bon, Christy, Ouais. c'est bon. Là. C'est un vrai film de scénariste. C'est Mhm. si euh, t'es un scénariste, que la scénarisation t'intéresse, que les dialogues, tu trouves ça le fun, ben c'est ça, faut tout voir Billy Wilder, forcément, parce qu'au-delà d'un très grand réalisateur, c'est un dialoguiste hors pair. C'est tellement, tu sais, le mot c'est witty, là. Ouais, ouais, Tout ouais. le monde est comme trop intelligent pour pour les dialogues qu'ils ont, mais tout le monde arrive à bien les rendre. Ces dialogues-là, ce qui n'est pas donné à tous les comédiens, surtout pour des scénarios, pour des dialogues écrits.
d'une façon très précise. Là. Tu sens quand même les virgules, tu sens quand même le poids de la machine à écrire dans chaque mot que Jack Lemmon, que ce soit n'importe qui a joué dans ces films. Tu sens le poids de cette machine à écrire-là. Tu as étudié en scénarisation. Oui, oui. Tu as fait le programme à l'École nationale de l'humour de perfectionnement en scénarisation de 2018 à 2019. Qu'est-ce qui t'intéresse d'être scénariste? Ben, moi, regarde, moi, ça passe beaucoup par par le dessin puis la bande dessinée puis des affaires comme ça. Mais tu sais, pendant un bout, moi, j'ai réalisé j'ai toujours aimé et voulu raconter des histoires, mais ça m'a pris du temps à réaliser que c'était vraiment ça que je voulais faire dans la vie. C'est pendant longtemps. Là, à cette heure, j'essaie lentement de recommencer à faire de la bande dessinée. J'essaie d'en dessiner de façon privée, puis à un moment donné, m'a dompé ça sur Internet. Mais je trouvais ça... j'ai toujours été intéressé par raconter des histoires. Puis quand j'ai commencé à travailler pour Tribute Games, une compagnie indépendante à Montréal de jeux vidéo, qui est runné par un de mes cousins, il m'a dit comme « Ah, pour notre jeu, on va avoir besoin d'écriture, on va avoir juste un peu de scénarisation pour que l'histoire ait du sens. » Moi, j'ai comme 3-4 idées de personnages puis de la fin, mettons. Fait qu'il faudra qu'on soit plus enrobé. Puis aussi, c'est un jeu où que tu peux construire des armes. Puis il y a quasiment comme 400 armes, 300 armes. Et il faudrait que quelqu'un écrive les descriptions pour toutes ces armes-là. Et mon Dieu. Fait que là, j'ai fait « Ah, ben, tu sais, OK. » C'est une affaire que je trouve le fun de toute façon, puis moi que je check quand je joue à des jeux puis qu'il y a beaucoup d'affaires écrites. Fait que j'ai commencé à faire ça et j'ai commencé justement à écrire, trouver une intrigue pour le jeu, des affaires comme ça. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis en écrivant comme une BD promotionnelle pour le jeu, j'écrivais juste un scénario, puis le scénario était envoyé à une BDiste française qui s'appelle Anaïs Mamard, qui est vraiment une artiste de génie. Puis là, quand elle me renvoyait les pages, j'étais comme « Ah, man, j'ai l'impression comme d'avoir crossé le système parce que j'ai juste écrit puis j'ai même pas eu à le dessiner, tu sais. J'ai même pas eu à passer comme 10-12 heures à le faire. » Puis j'aimais vraiment le feeling d'avoir juste eu à penser à l'histoire. Ouais. Puis c'est là que j'ai réalisé comme « Ah, je pense que c'est ça que je veux faire dans la vie. » Comme... Puis toutes les années que je level up mon dessin pour pouvoir être meilleur BDiste, j'aime ça dessiner, puis là, je veux recommencer j'ai l'impression d'avoir un meilleur contrôle de ma scénarisation. Fait que là, je veux refaire de la bande dessinée à nouveau. Mais j'étais comme ah ouais, c'est autant que j'aime le dessin. Mettons que le dessin il était à 8 sur 10, là, mais mon désir de raconter des histoires, il est peut-être à 9 sur 10, 10, 11. Il dépasse plus, puis c'est ça qui m'intéresse le plus. Fait que une fois que j'ai réalisé ça, j'ai vraiment comme plongé plus dans la scénarisation justement de jeux vidéo. Puis là, je me suis... puis j'ai eu beaucoup de fun. J'ai comme créé des univers de jeux avec des artistes et des game designers, des affaires comme ça. C'est vraiment le fun et chaleureux et satisfaisant quand tu es en équipe puis que tu donnes une idée à un artiste. Puis là, lui, il fait un sketch incroyable. Tu es comme, c'est ça. Puis tu sais que tu as donné comme les 3 bonnes lignes qui, lui, l'a aidé à remplir 3 pages. C'est vraiment excitant. Mais là, à force de travailler dans les jeux vidéo, j'étais comme, le monde se crisse un peu, par exemple, de l'histoire dans bien des jeux vidéo. Pour la plupart du genre de jeux vidéo que je faisais. Là, je suis comme, là, j'ai le goût d'écrire quelque chose où il y a des humains qui vont parler. Parce que, tu sais, dans un jeu vidéo, le drame, c'est est-ce que tu vas être capable de sauter à la prochaine plateforme? Versus dans de la fiction, ça peut être je te dis je t'aime, puis là, toi, t'es pas sûr de ce que tu vas me répondre. Moi, je suis comme tu sais, fait que là, je voulais écrire des affaires dramatiquement plus humaines, avec des bonhommes versus du pixel. Fait que là, j'ai essayé, je me suis rendu à l'école de l'humour pour apprendre à écrire des sitcoms et apprendre à écrire en général. Et ça m'a beaucoup aussi fait monter. Fait que là, j'ai développé des projets télé, puis là, dans le fond, tu sais c'est quoi. Dans le fond, tu remplis des enveloppes de ton travail et puis tu pitches ça au loin et peut-être que quelqu'un te répond un moment donné et donne de l'argent pour en écrire plus. Ouais, puis des fois, tu lances l'affaire. Là, c'est ah ouais, on aime ça.
on va aller voir Télé-Québec avec ça. Puis là, Télé-Québec fait, oh non, on a un autre projet là, de Marc Brunet sur la table, là. On s'en vient avec ça. Comme de Marc Brunet. Marc Marc Brunet, Brunet! que la dernière fois que j'ai vu dans la vraie vie, c'était en sortant de la première de Black Panther. Ah! J'ai vu Marc Brunet, je suis comme, hey, je sais c'est qui, mais je suis pas assez ami pour. Je peux pas lui dire comme, hey, like moi, right? Plus comme like Black Panther. Oui! Fait que c'était pas arrivé, mais bref. C'est Mais ça. c'est ça mon amour de tout cela. De tout cela. Ouais, il y a quelque chose, si je reviens un peu à The Apartment, il y a quelque chose dans le personnage de Cece qui est joué par Jack Lemmon, qui est un peu à la base de ce qu'on retrouve dans beaucoup de sitcoms, c'est le lovable loser. Mhm. J'ai l'impression qu'on est plein de scénaristes à être ce genre de personnage-là. Est-ce que tu te reconnais un peu dans cet archétype de personnage-là toi-même? Ben, tu sais, quand je le réécoutais avec ma copine, on était comme, son appartement, il est nice pareil. C'est comme Écoute, c'est un bon appartement de personne qui vit tout seul. Tu sais, ce y a pas. film-là commence, je vais faire une petite parenthèse pour les gens qui l'ont pas vu, ça se passe, donc, ça a été tourné en 58-59, c'est sorti en 60. Le gars habite en face de Central Park, dans un et demi, là. C'est vraiment tout Mhm. petit. Mais il dit quand même, j'habite en face de Central Park sur la 5e avenue, mon loyer est de 80 $ par mois. Puis j'ai Mais fait, c'est impossible. C'est impossible. c'est incroyable, il vit comme un roi. Non, mais tu sais, au début, il est comme tout seul avec son TV dinner devant la TV, puis là, je suis comme, pas pire ça, ça se passe bien. Il est pas trop stressé, là. Il va bien, puis tu sais, aussi, il est aimable, il est pas trop goujat non plus. Ouais. Fait qu'il est, tu sais, c'est un personnage qui est vraiment pas loin d'être comme beige puis plate, mais juste la bonne écriture puis que Jack Lemmon le joue, c'est là que ça devient un archétype. Là. Oui. Mais Ouais, il est ouais. vraiment bon. Puis as-tu une scène préférée de The Apartment? Je pense que, dire à ma deuxième écoute, Mhm. mes moments préférés, c'est quand tu réalises que, c'est vraiment tout petit, mais que Frank Kubelik et euh, Cici ont comme ramassé les petites expressions de l'autre, puis ils Oui. rendent ça dans la façon qu'ils parlent. Et ça, je trouvais ça vraiment beau et cute et touchant. C'est pas comme un grand moment quand il repitch la clé à la fin ou des affaires comme ça, ou juste utiliser une raquette de tennis pour tes pattes parce que tu n'as pas de Ouais. passoire. Mais juste ça, c'est un détail qui m'a vraiment charmé la deuxième fois que je l'ai vu. Puis Mhm. j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, puis j'y pense souvent. Là. Ah oui, oui. Moi, personnellement, mon moment préféré, il arrive. Je vais pas gâcher le film, même si c'est un film qui est sorti il y a 60 ans, là. Mais le moment qui me touche le plus, c'est vers la fin quand il coupe des cartes. Puis c'est juste ça que je fais. Oui, oui, c'est le plus beau moment du film. Il joue aux cartes. Ouais, ouais, Ça se résume ouais. à ça. Bravo. Vous êtes arrivé au point où vous pouvez vous permettre ça. Je suis comme, ah ouais. Ce film-là est incroyable. On va rester à la même époque, mais avec un film qui a été fait 40 ans plus tard, The Iron Giant Oui, de oui, Brad oui. Bird, un dessin animé dans le style traditionnel, mais avec quelques touches de 3D quand même, j'ai Mhm. l'impression. Avec du cel shading, ouais, Ouais, il y a le géant et du CGI. Il y a aussi l'eau au début du film, puis les véhicules sont un petit peu sont cel shadés, ouais. ouais. Donc, un film de 1999 qui met en vedette les voix talentueuses de Jennifer Aniston et Harry Connick Jr. J'ai pas j'ai pas noté le nom du jeune garçon, du comédien, mais ça met aussi, surtout en vedette, Vin Diesel dans la voix du Iron Giant, Bien sûr. qui, avant d'être Groot dans Les Gardiens de la Galaxie, faisait des bruits de robots. Mhm. Euh, Encore là, c'est un film dont je t'ai souvent entendu en parler. Puis c'est un film qui est sorti, t'avais quand même 20 ans, ou pas J'avais loin de 20 ans, 19. 19 J'avais ans. 19, ouais. Qu'est-ce qui est venu autant te toucher de Iron Giant? Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis vraiment un fan d'un. Il y a une esthétique americana des,
pour moi, que tu passes, je pense, des années 20 à 70, qui est un peu ma conception comme des États-Unis, du moins comment moi je l'ai rencontré dans des films quand j'étais jeune. Ouais. Puis une partie de ça, c'est Norman Rockwell. Puis The Iron Giant, la ville s'appelle Rockwell, d'ailleurs, dans The Iron Giant. Tu sais, c'est vraiment ce genre d'Amérique, de la côte Est, comme ça. Puis l'époque de la guerre froide, l'aspect épeurant, science-fictionnesque de tout ça, qui est vraiment charmant. Mais il y a aussi tout le reste, parce que moi, j'aime bien un robot géant en général. Quand j'étais jeune, j'écoutais Goldorak en masse. Puis encore là, quand tu mets un robot géant dans quelque chose, je suis très interpellé. Puis, fait que le design du Iron Giant, c'est le design du Iron Giant, c'est le style aussi des personnages, le style des personnages, l'animation, puis aussi l'histoire de Brad Bird. Puis, comme tu sais, dans mes autres sélections, il y a un film qui a rapport à Superman. Si monsieur Jean-Michel Bertillon n'avait pas choisi Superman the Movie, je peux te dire qu'il aurait été dans mes trois films, mais il y a aussi comment The Iron Giant parle beaucoup de Superman et devient comme un exemple spirituellement de ce que je pense qu'un film de Superman devrait être. Ouais. Puis c'est ça, Voice acting est écœurant. Le design des personnages, je l'adore parce que ça s'éloignait aussi un peu de ce qu'on connaissait comme le design, mettons, d'un film familial animé de Disney de l'époque. Là. Ça faisait un bout qu'on était sorti, mettons, de la gloire de Lion King, mais fait que ça avait quasiment l'air mature / adulte, même si ce n'est pas, c'est pour toute la famille. Mais puis tu sais, les tons automnaux, tout ça, je trouve que c'est vraiment beau. C'est un film justement qui est émouvant puis qui a beaucoup de cœur. Puis que les premières fois que j'ai vu, ça m'a ému et plus le temps avance, et ça me fait brailler aux larmes. Puis je te dirais, la dernière fois que je l'ai vu, c'est il y a une couple d'années au cinéma du parc qu'il le jouait. Puis il a fallu vraiment comme que je clenche mon corps pour pas faire comme en l'écoutant parce que tu sais, je me l'étais même dit en le voir en rentrant comme s'il n'y a personne dans la salle, on va me laisser aller. Mais là, il y avait tout de même assez de monde que je suis comme je peux pas laisser le premier visionnement d'Iron Giant de quelqu'un être gâché par entendre un homme de 35 à 39 ans. Il est comme en arrière, tu sais, pendant qu'eux autres, ils essayent de vivre l'émotion. Non, mais tu sais, moi, parce que je me rappelle d'avoir acheté immédiatement en vidéo, tu sais, quand il est sorti, tout le kit, le gros clamshell, là, comme, puis de l'écouter sans arrêt. Fait que, tu sais, moi, à ce temps, je le sais tout. Là. Fait que quand il dit Souls Don't Die dans la forêt au milieu, je suis comme. ça commençait de drette là. C'est pas de l'exagération comique. Là. C'était ça. Puis, en tout cas, bref, c'était un film qui est vraiment touchant. Quand je me suis procuré une version Special Edition DVD il y a une couple d'années. Puis, j'ai regardé les documentaires dessus qui parlent de la vie qui parle de Brad Bird, le réalisateur qui est aussi le scénariste. Puis, tu sais, qui parle de comment sa sœur est morte à cause de la violence d'une arme à feu. Puis là, tu vois que ça fille dans le film. Puis, tu sais, juste voir les animatiques dans le documentaire, pas de couleur, rien. Je suis comme, Chris, il est bon le robot. Fait que c'est un de mes films préférés, émouvants, que je trouve que, tu sais, toute la direction artistique est écœurante et intouchable. Puis, ou c'est une affaire ça arrive quand t'es plus jeune, mais aussi quand t'es plus jeune, puis tu te fais une personnalité, tu trouves ça cool que ça n'a pas été quasiment un hit. Fait que le film est comme à toi, même si ça a juste grandi en popularité. Là. Puis, en tout cas, j'en parlerai tout le temps. Oui, puis ben, juste faire une petite parenthèse sur Brad Bird, parce que Brad Bird a été longtemps scénariste sur Les Simpsons.
Mhm. Un peu à la même époque que Conan O'Brien, là, fait que 94, 95, 96, dans les années de gloire, là, dans les golden years des Ouais, Simpsons, il a fait ce film-là. Il est allé faire après ça The Incredibles. ouais. C'est quelqu'un qui comprend la famille, qui comprend la cellule familiale, mais qui comprend aussi. Ben, tu viens de parler de sa sœur qui est morte à cause d'une arme à feu, qui comprend la douleur que ça implique avoir une famille. Mhm. C'est quelqu'un qui est très, très tendre dans son traitement de ce sujet-là. Euh, je sais pas où je m'en vais vraiment avec cette phrase-là, Ben, mais. c'est incroyable que, oui, il est vraiment tendre, tout ça, mais c'est aussi le seul réalisateur que j'ai vu qui, ça le dérange pas qu'il y ait des special features sur ses DVD où ses collègues parlent de à quel point il est difficile de travailler Ah avec. ouais. Parce qu'il y a ça dans un documentaire d'Iron Giant. Là. À un moment donné, tu as comme je sais pas, la personne qui fait du PR ou les ressources humaines sur Iron Giant qui fait le press kit. Il y a comme un gros géant en arrière d'elle. Puis là, c'est supposé être Hey, puis comment c'était l'Iron Giant? Puis tout le monde, oh, on est une grande famille. Mhm. Puis là, elle dit ben, c'était terrible de travailler avec Brad. Le film, il est bon, mais lui. Puis tu vois d'autres animateurs, ils sont comme Ouais, Brad, il est du café fort. Oh Genre, boy. c'est comme ça qu'il est décrit de façon comme, ouais, c'est un motherfucker, mais il tire le meilleur de tout le monde. Mais, tu sais, de ce qu'on comprend, il n'est pas il est pas un asshole abusif, mettons, Mhm. mais il redessine des dessins comme sur une tablette graphique qui est devant tout le monde quand ils font le review d'animation. Il est comme, non, ça, tu vois, ton bras devrait faire ça comme ça. Fait que là, puis fait qu'ils sont comme, ceci est vraiment gênant que ça arrive en Ouais. public. Cela dit, ils me montrent comment dessiner mieux. Fait que voilà, tu sais, c'est un Mhm. Ouais, échange. c'est un cours en même temps, là, de ce que je C'est ça. comprends. Fait que, bref, ben, c'est ça. The Iron Giant, c'est juste beau et humain et la notion du sacrifice, super bonne trame sonore aussi. Euh, c'est tout, tu sais, c'est ça, c'est juste des bangers. C'est fucking bon, Mhm. c'est délicieux, c'est Ouais. merveilleux. J'adore. Ouais. Puis c'est un film qui se passe, tu l'as dit, qui se passe sur la côte est, mais qui se passe dans quel état déjà? C'est pas au Vermont, c'est au. Ben, on dirait que c'est comme C'est un peu c'est-tu la du Massachusetts, Nouvelle-Angleterre ou. Nouvelle-Angleterre, tu sais, c'est assez que c'est la dernière journée, genre, de l'été. Fait qu'au début, tu pars juste un petit peu de soleil, puis Mhm. c'est immédiatement des beaux décors automnaux. Puis vers la fin, tu peux avoir une petite tombée de neige Ouais. qui se passe. Puis c'est ça aussi, ben, il y a vraiment un plaisir de ça. Tu sais, ça, c'est un. Tu sais, des animateurs boomers, là, Ouais. ils aiment ça les jets des années 60, ils aiment ça le Space Age, les satellites, Ouais. les, les films d'horreur cheesy en noir et blanc, puis la science-fiction de leurs parents des années 40, toutes ces affaires-là. Mhm. Là. Ben, The Iron Giant est comme un esti de beau Ouais, un hommage à tout ça, là, ouais. mélange puis hommage à tout ça de façon vraiment bonne. Puis aussi, comme je vous ai dit, aussi le design du Iron Giant est vraiment écœurant. Il a été designé par Joe Johnston, Ah ouais. qui est un réalisateur aussi. Mais tu sais, Joe Johnston, dans sa carrière, il a designé Boba Fett, il a designé le Rocketeer, puis il a designé Rocketeer. l'Iron Giant. Fait que, comme juste des hits, là. C'est quelqu'un Juste des hits, Monsieur qui a sa place Johnson. au paradis. Ouais. C'est des designs de sauce à la tête, là. Lui, il est capable de faire de la magie avec ça. Puis, en fait, où je m'en allais avec ça, c'est que, bon, c'est ça, c'est la Nouvelle-Angleterre, mais tu sais, c'est pas la Californie, c'est pas New York, c'est pas une grosse ville, c'est pas la Floride. Mhm. C'est un peu plus reculé. Toi-même, tu viens de l'Abitibi, qui est l'espèce de région reculée du Québec, là, Mhm. où est-ce qu'on on s'aventure pas parce que c'est des épinettes noires, puis Faut soudainement, traverser le ça a l'air parc, c'est sombre, faut long. traverser le parc. Tu sais, c'est pas comme le Saguenay, tout le monde a l'air d'être collé là-bas, ou la Gaspésie, tout ça. Est-ce que, enfant, ton imaginaire allait dans ces zones-là de j'aimerais ça avoir un robot géant qui soit mon ami? Ben, quand j'ai vu The Iron Giant, j'ai tout de même reconnu ce genre de municipalité-là, puis Mhm. ce feeling-là de tu grandis loin de tout, puis tu trouves ça un peu plate.
t'es le seul à ton école ou t'es le seul dans ta classe justement à triper sur la science-fiction ou ces affaires-là de nerds. Puis aussi, vu que j'aimais les affaires de robots géants, de Goldorak, puis tout ça quand j'étais jeune, Voltron, puis... Fait que c'était tout de même comme une histoire comme d'un jeune moi. Puis tu sais, Ouais. là, il y a la scène qui sort ses comic books, puis tout ça, puis il parle de ses comic books avec le Iron Giant, puis tu sais, à travers ça, tu vois clairement, tu sais, cet enfant-là, il ne peut pas parler de comic book avec du monde dans sa classe non plus. Là, c'est son seul ami, c'est triste. Fait que oui, je me voyais beaucoup là-dedans, puis ça, c'est... Je n'ai pas vraiment choisi dans les films que je te parle, mais je te dirais que j'ai un gros faible pour des histoires de quelqu'un qui retourne dans son patelin. Des histoires, comme, mettons, un Grosse Point Blank, là, comme il retourne dans son patelin, des affaires comme ça. N'importe quelle histoire qui parle de ça, là, retourner dans sa petite ville, là, je suis comme, oh ouais, je suis déjà là comme à 35%. Là. Je suis gagné d'avance, là, je suis curieux. Là. Parfait. On va passer à ton dernier film qui, là, on fait un saut dans l'avenir-ish. En fait, on s'en va en pandémie mondiale avec Shaun of the Dead, un film de 2004 de Edgar Wright. Oui. Qui met en vedette Simon Pegg dans le rôle de Shaun, Nick Frost, Kate Ashfield, Bill Nighy, mini caméo de Martin Freeman. Si peu, oui. Si peu. Il est là pour dire allô. Martin Freeman, qui a joué dans la version britannique originale de The Office, était l'équivalent de Jim, mais c'est Bilbo le Hobbit. Il joue dans la version télé de Fargo. Puis il est dans Watson de Sherlock. C'est ça, il est Watson de Sherlock. Donc, il a une carrière extraordinaire. Donc, c'est drôle aujourd'hui de le revoir juste là en arrière. Il est juste comme, ouais, allô. Ouais. Ben, c'est drôle parce que dans cette scène-là, tout le monde dans le bizarro Sean, tout ça, c'est tout de même pas pire grosses vedettes de télévision, de sitcom. Ouais. Puis la gang de Sean aussi, c'était tout du monde de sitcom, de TV. Fait que c'était vraiment des versions bizarro de eux autres. Puis ça, je me rappelle parce que, tu sais, Shaun of the Dead, ça a le fait que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la télévision britannique dans ce temps-là parce que c'est de là que les créateurs de ça venaient. Puis ça m'a amené à plein d'affaires, dont justement, ça m'a amené à The Office britannique. Puis je me rappelle de suivre ça vraiment proche à l'époque, puis tout le monde était comme Martin Freeman, il est Tim Canterbury pour sa vie, il va jamais s'en sortir. Il a fait ce rôle-là parfait, puis il pense pas qu'il va être d'autre chose. Son avenir semblait vraiment tracé. Là. Ouais. Qui allait être Tim toute sa vie. Ouais. Pour les personnes qui n'auraient pas vu Shaun of the Dead, c'est quoi le résumé de ce film-là? Shaun of the Dead, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Sean qui est maintenant qui est à l'aube de sa trentaine et qui travaille dans un magasin électronique et il est avec sa blonde qui s'appelle Liz. C'est leur anniversaire de couple très bientôt. Mais l'affaire, c'est que Sean semble avoir vraiment stagné dans sa vie. Il aspire, il est un slacker qui aspire pas à grand-chose. Justement, il est encore avec sa même job puis il n'essaye pas de déménager de son appart où il vit avec son ami d'adolescence, Ed. Fait que, tu sais, Sean, il s'est encrassé. Il n'a plus de l'air de rêver beaucoup. Et par conséquent, sa blonde décide de le larguer. Alors, il va brosser avec son ami Ed. Cependant, alors que tout ça se produit, pendant que ce tableau-là, très humain, se produit, derrière lui, on voit les débuts de ce qui semble être une contamination et une invasion de zombies en Angleterre, au nord de Londres. Et puis, alors qu'il brosse avec son ami Ed, il se réveille le lendemain en hungover et découvre que justement, Londres est remplie de zombies et qu'il faut faire quelque chose. Fait que là, pour la première fois, Sean décide de mettre ses culottes et de devenir un adulte. Et devenir un adulte veut dire sauver sa blonde d'une invasion de zombies et essayer de survivre jusqu'au lendemain. Puis c'est pas mal, tout découle de ça. Là. Et finir la soirée au bar. Où tout a finir commencé. La soirée au Winchester. Au Winchester. Tout a commencé. Pourquoi ce film-là, c'est quoi l'impact de Shaun of the Dead sur toi?
je l'ai vu, je me rappelle, parce que ça faisait pas longtemps que j'avais rompu avec une copine que j'avais dans ce temps-là. Et mon ami Étienne, qui est un de mes amis de cégep, je dis, attends un peu. Je vais être là pour ce film-là. Il sort ce week-end, on va aller voir ça. Tu vas voir, ça va être le fun. Puis, je fais, OK, cool. Puis, j'ai été le voir, puis je pense que j'étais tout le monde dans un bout où je réécoutais beaucoup de films, où je voyais des films qui étaient plus basés sur des affaires, ou je me rappelle pas c'était quoi, mais mi-chemin, je l'écoutais, puis je suis comme, ah oui, je ne sais pas si ces personnages-là vont survivre. Tu sais, j'ai aucune Ouais. idée. Malgré sa présentation tout de même très pop, le fun. Mhm. Et ça m'avait beaucoup excité. Puis plus que ça allait aussi, c'est le brio de comment le matériel. Premièrement, c'est aussi, c'est une comédie romantique, mais c'est aussi horreur avec des zombies. Mhm. Mais à travers, il y a une scène comédie musicale, Ouais. il y a l'aspect rythmé qu'il y allait avoir dans tous les films d'Edgar Wright qui est là-dedans aussi. C'est un film qui a tout et ça coche. Mhm. Question montage, question son. Puis de voir ça, de me faire mitrailler avec ça, j'étais comme. J'aimais l'histoire, mais en même temps, j'étais fasciné par le delivery. Ouais. Comment c'était monté, comment c'était arrangé. J'étais comme, oh wow, c'est tellement comme bien fait, au Ouais. quart de tour, incroyable. On parlait de Billy Wilder au début. Dans les dialogues de Shaun of the Dead, tout est une réponse à quelque chose d'autre qui a pu être dit 1 minute avant, 30 secondes avant, 5 minutes avant, au début du film. Tout se répond tout le long. C'est un autre scénario qui est pas loin d'être parfait. Ouais, c'est ça, tu sais. Il y a ça, puis il y a cette livraison-là, de ce scénario-là. Puis en même temps, il y a aussi la chaleur amicale qu'il y a entre Simon Pegg et Nick Frost, qui sont véritablement des amis, puis entre les personnages de Ed et de Sean, puis je me voyais aussi un peu tu sais, j'étais un petit peu plus jeune que ces personnages-là à l'époque, mais j'étais tout de même dans cette zone-là de j'aimais ça aller me pacter la fraise avec mes amis, pas aspirer en grand-chose. Tu sais, j'avais ma job dans les jeux vidéo, que j'étais bien cosy là-dedans. Mhm. Fait que, puis tout ce film-là, puis tu sais, la trame sonore était écœurante, la scène Don't Stop Me Now avec The Queen qui est comme Baby Driver avant le temps. Ouais. Tout ça, c'était un peu comédie musicale quasiment comme scène. Fait que, moi, j'aime bien la comédie musicale. J'étais comme, oh wow, tu sais, comme dans ce film-là, il y a comme tout quasiment. Là. Ouais. C'est vraiment fabuleux. Fait que j'étais juste vraiment impressionné et chatouillé par le genre de buffet de divertissement qu'il y avait dans l'entremise de un film de zombie, comédie romantique qui a servi. Fait que, puis depuis ce temps-là, comme Edgar Wright est un de mes réalisateurs préférés. Puis, tu sais, très après ça, je suis comme, OK, il a fait Space. Je me rappelle d'aller chercher les épisodes de Space sur LimeWire parce que je voulais, tu sais, des poignées hors séquence. Fait que là, tu sais, pendant un bout, j'avais comme 3 épisodes de la deuxième saison, puis 2 de la première saison, puis c'était ça, Space, jusqu'à ce que je trouve le reste, là, tu sais. Ouais. Très bonne série, d'ailleurs, qui est une bonne genèse à l'œuvre d'Edgar Wright. Oui, absolument. Tu sais, puis, tu sais, un de mes shows préférés aussi, Community, tu peux tracer une ligne directe entre ces deux shows-là. Tous ces genres de permutations de genre pour raconter des émotions selon l'épisode. Fait que. Et j'aime vraiment pas mal tout ce que Edgar Wright fait, mais pour moi, tu sais, Scott Pilgrim puis Shaun of the Dead, c'est comme ces deux intouchables, autant que j'aime les autres. C'est là où ce que juste des forces, pratiquement aucune faiblesse. Là. Oui, tout à fait. T'es quelqu'un qui, de ce que j'en comprends, aime beaucoup aussi l'humour geek, l'humour référentiel, l'humour qui fait des références à la culture pop. Qu'est-ce que t'aimes de ce type d'humour-là, que c'est toujours un petit clin d'œil à... On connaît des choses, tu sais, bon, je pense aux Simpsons, je pense à tout ça. Puis, tu sais, à Trois-Bières, des fois, t'en parles de ce genre d'humour-là, mais quand c'est mal utilisé, puis à ton sens, à quel moment c'est mal utilisé, ce genre d'humour-là?
Ben, j'ai l'impression que quand c'est juste regarde, je sais c'est quoi, Mhm. et c'est une référence à ça, ça me fait pas. Je trouve que c'est juste trop facile. Tu sais, Ouais. ça me fait pas rire. Mais moi, il faut que ce soit une référence. Une bonne référence de pop culture, c'est. Je sais pas, faut que ça me dise quelque chose sur le personnage en même temps. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, mon exemple le plus récent, c'est dans la série, dans le sitcom Superstore qui joue à NBC, Mhm. qui est maintenant les 5 premières saisons sont sur Netflix. Si vous Oui. êtes quelqu'un qui avait aimé The Office puis que vous avez besoin de trouver un nouveau sitcom de famille au travail, c'est Superstore pour vous. Il y a un personnage dans la série-là qui s'appelle Dina qui est tout le temps, qui raconte tout le temps comment elle connaît rien de la pop culture. Elle sait rien de la pop culture, elle y connaît rien. Puis dans un épisode, elle remet sa vie en question, puis elle se demande comme qu'est-ce que je devrais faire comme job. Puis un des personnages il dit ah, tu pourrais être comme messager en Bessic. Puis immédiatement, elle est comme quoi? Comme Joseph Gordon-Levitt dans Premium Rush, puis être pogné à devoir à avoir des problèmes avec un policier corrompu qui veut que je vole de la dope? Non, merci. Fait que, premièrement, qui se rappelle de Premium Rush? Ça, c'est vraiment Tu droppes le drôle. nom, puis c'est comme si tu me parlais d'un autre film avec Joseph Gordon-Levitt qui est genre Escher. Ouais, c'est ça. Pourquoi, qui se rappelle de ça? Mais ce personnage-là qui ne connaît rien de la pop culture, mais un recall parfait de Premium Rush, ça me fait rire énormément. Je suis comme, c'est que c'est bon. Mais regarde, c'est niaiseux, mais j'aime une bonne joke de pop culture qui informe les personnages ou qui est vraiment niché comme dans. Je me rappelle dans la première saison de 30 Rock, Mhm. il y avait beaucoup de blagues de Star Wars, le personnage de Tina Fey, Liz Lemon, Oui. elle, puis un autre personnage, il y a un personnage qui l'appelle Captain Nida, qui est comme le gars qui se fait étrangler par Darth Vader dans le premier Star Wars, puis il est comme pas Captain Nida, il meurt! Il se fait étrangler, il meurt! Tu sais, puis quand c'est une vraie référence que ces personnages-là connaîtraient, Ouais. c'est quelque chose qui. C'est comme un bel assaisonnement. Là. Mais sinon, Mhm. c'est des affaires que j'aime habituellement, mais c'est pas. Quand c'est trop facile, c'est comme. Ça, c'est comme dans Star Wars. Ça, je suis comme. C'est beau, c'est beau. Ouais, ouais. Comme j'écoutais, mettons, la dernière saison de la saison précédente de Faits divers, Mhm. il y avait une intrigue d'enlèvement extraterrestre, puis il parle des extraterrestres, puis comme dans Star Trek, elle se prend pour être dans Star Trek, puis je suis comme, il n'y a pas d'enlèvement d'humains dans Star Trek, là. Personne ne dit ça, là. Personne ne fait une référence d'X-Files ici. Je veux dire, Ouais. comment, là? Ces personnages-là, ils connaîtraient bien plus ça que. Avec eux. Mais Ah, oui, ouais, ouais. j'aime bien mes références de pop culture de même, là, mais il y en a tellement. Mais tu sais aussi, jadis, alors, tu fais Bifurcation, des Oui. films de Kevin Smith, tu sais, il y a une époque, c'était juste là que tu avais ça. Juste Oui. là, puis dans les Simpsons. Oui, C'était vraiment. juste là que tu pouvais avoir des blagues de pop culture. Là, c'est tellement plus répandu Ouais. que j'ai l'impression qu'il faut que tu sois plus spécial. Genre, tu travailles plus fort pour que j'aime vraiment ça. Là. Ouais. Mais j'aime beaucoup, tu sais, je pense, mettons, puis c'est pas nécessairement un moment qui se voulait comique à ce moment-là, mais qui finit par devenir comique dans un film qui est plus ou moins apprécié, Boyhood, de Richard Linklater. Quand le père et le fils parlent de Star Wars, puis ils viennent de sortir de l'épisode 3, Mhm. puis que t'as le père qui dit, en fait, tu te poses la question, est-ce qu'un jour il va y avoir d'autres Star Wars? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle trilogie? Puis le fils, il dit, ouais, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille encore plus dans le passé, avant Anakin. Il faudrait qu'on aille loin avant. Puis quand ils ont tourné cette scène-là, c'était en 2006, bien avant qu'on sache qu'il y aurait d'autres films de Star Wars qui exploreraient après, c'est qui seraient les épisodes 7, 8, 9. Donc ça devient une joke, mais en même temps, j'aimais l'espèce de naïveté des personnages à ce moment-là, de faire, ça serait cool qu'ils fassent ça. Puis là, tu te rends compte qu'ils se sont plantés. Puis avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui des Star Wars, oh là là. D'ici 10 ans, les personnages de Boyhood vont pouvoir aller voir un film sur le High Republic. Là, puis,
tout ce qu'on peut espérer, je vais faire une référence très geek ici. J'espère juste qu'on va un jour voir une trilogie sur Babou Frick. Et là-dessus, Écoute, on... on va prendre une petite pause. Pendant la pause, ben, faites vos recherches sur Babou Frick, qui est le meilleur personnage de la troisième trilogie de Star Wars, à mon sens. hey! Hey! Et au retour, le Superman de Man of Steel n'a pas réussi à te faire toucher le ciel. À l'inverse, des anges descendus sur Terre, tous vêtus de cuir et d'explosions en CGI, les Charlie's Angels. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadosaurus, Zachary Cyr Bellec et Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour à On Jase de Film avec mon invité Yannick Belzile, avec qui, en première partie, on a parlé des films The Apartment, The Iron Giant et Shaun of the Dead. Donc, comme je disais, avant d'aller à la pause, ton film qui a été une déception, je ne sais pas si tu le détestes, mais qui a été une déception en tout cas, c'est Man of Steel, un film de 2013 réalisé par Zack Snyder, qui met en vedette énormément de bons comédiens. C'est ça qui est frustrant en plus de ce film-là. C'est Henry Cavill dans le rôle de Kal-El Clark Kent Superman, Amy Adams qui joue Lois Lane, Michael Shannon, le grand Michael Shannon qui a la gueule de cinéma la plus... Eh oui, le méchant dans Premium Rush, on en a parlé. C'est-tu vrai? Bobby Monday, le méchant de Premium Rush. Qui joue le général Zorg. Russell Crowe qui joue Jor-El. Kevin Costner qui joue Jonathan Kent qui a la mort la plus ridicule de l'histoire de Superman. Diane Lane qui joue Martha. Lawrence Fishburne. Voyons, Perry White qui joue Perry White, oui, Daily voilà. Planet. Voilà. C'est quoi l'histoire de Man of Steel, le grand retour au cinéma de l'homme d'acier? Man of Steel est l'histoire d'un gars qui a été élevé par des parents qui sont pas trop têtes sur l'éducation morale et par conséquent qui sont peut-être borderline égoïstes et par conséquent il devient un reclus de la société parce qu'il est à la recherche de ses origines, mais lorsque il trouve ses origines, ça l'amène qui sont extraterrestres. Ça l'amène d'autres gens de sa race, de la planète disparue Krypton. Et il décide de se battre contre eux et de causer l'équivalent de 3/11 septembre à travers une ville immense américaine. Puis, à la fin, il est supposé être Superman, l'icône de super-héroïsme et de bonté que tout le monde connaît et aime. Mais tout ça est préfacé d'un 15 minutes où Russell Crowe est un héros d'action 1000 fois plus kick-ass que son fils, qui est la vedette du film des 2 heures qui le suivent. C'est un bon résumé. C'est un très bon résumé. Au travers de ça, Kevin Costner, pour donner une leçon à son fils sur l'héroïsme, décide de se lancer dans un ouragan. Oui, il décide de ne pas mourir. Il décide de ne pas vivre et de mourir. Oui, c'est ça. Pour donner la leçon la plus ridicule. Mon fils a les pouvoirs de sauver l'humanité, mais je vais lui montrer qu'il n'est pas capable en allant mourir. Ouais.
Ben, je vais dire, moi, ma relation avec ce film-là, c'est vraiment particulier parce que Superman est mon personnage fictif préféré. Et on parle. Je me rappelle que une des raisons aussi que je voulais en parler, c'est pas juste pour chialer sur le film, mais c'est comment voir le film en salle. J'ai eu comme un parcours émotionnel que j'ai pratiquement jamais avec des films parce que habituellement, c'est comme au début, je suis comme ah ouais, ça, je pense pas que ça va être bon. Fait que ça agace, Ouais. c'est ça. Puis ah cool, c'est bon. Ah, c'est pas aussi bon que je pensais. C'est comme mes émotions se placent dans une traque assez simplement quand je vais voir un film. Je suis comme OK, ça va être bon, puis c'est ça. Fait que là, pendant un bon bout de Man of Steel, je suis comme OK, cool, cool. Euh, Pa Kent dit au jeune Clark que peut-être il aurait dû laisser ses amis mourir dans l'autobus, mais probablement que ça, c'est un point de rédemption que, OK, ben, tu sais, il va réaliser pour lui-même qu'il faut être héroïque tout le temps. OK, OK. Puis, bref, ce qui est arrivé tout le long, je suis comme, OK, peut-être ça va être bon, peut-être ça va être bon. Puis, j'ai atteint un point où j'ai été en haut de la colline et j'ai tout dégringolé. C'est justement la scène où ce que Kevin Costner, Pa Kent, il y a une tornade qui passe, puis que là, c'est le temps que Clark aille sauver son père qui, lui, était pas dans la tornade à cause qu'il avait été sauver un chien. Tu sais, c'est comme scénarisation 101, tu montres que quelqu'un est bon en allant sauver un animal. Oui. Puis là, pendant un instant, je suis monté en haut de la colline parce que je suis comme tabarnak, hostie que c'est génial, David Goyer, you done it. Tout le monde comprend Batman parce qu'il a vu ses parents mourir devant lui. Fait que là, cinématiquement, tout le monde va comprendre Superman parce que Superman, il est Superman parce qu'il sauve ses parents. Fait que je suis comme, oh Chris, génial, dramatique, clair, simple, parfait. Ouais. Je suis comme, ah, il sauve pas son père. Puis là, son père fait juste disparaître dans la tornade puis mourir. Puis là, je vais être comme, quoi? Puis là, tu sais, il y a beaucoup de l'écriture de Superman que, tu sais, c'est le père au fils, puis les enfants paternels, tout ça. Dans les comics récents, il essaie de rétablir ça plus, puis d'impliquer aussi sa mère, tout ça, puis que c'est pas juste son père, c'est bref. Là, j'étais comme, oh, ça, c'est un gros swing, mais peut-être que le reste du film est bon. Non. Puis là, le reste du film, je suis comme, oh, il détruit toute la ville où il a grandi pour se battre contre des méchants, puis il essaye pas de protéger quiconque ou de sauver quiconque. Puis là, je suis comme, Ugh. Là, ça continue à descendre, puis je suis comme, il arrête pas de détruire Metropolis. C'est sûr que tout le monde meurt, même si le film me montre que les buildings sont vides. Ça utilise trop des images réalistes de 11 septembre pour pas me faire penser au 11 septembre. Je suis comme, Ih! Là, il embrasse Lois Lane dans un cratère. Puis là, je suis comme, oh non! Et là, ça continue de faire ça. Puis, à la fin, tu sais, le film est comme, tu sais, il y a les lunettes, puis il est Clark Kent. Puis le film est comme, voilà! Il est Superman! Puis là, je suis comme, il me semble que c'est pas là que le film s'en allait, mais OK. Puis là, après, je me rappelle avoir été prendre une bière avec mes amis. On était une petite gang, aller voir avec mes cousins, tout ça, on était allé voir le film. Puis, plus que je quittais le cinéma, tu sais, j'étais comme dans une zone de non, je pense que c'était. Tu sais, j'essaie de me convaincre que c'était bon parce que. T'es encore dans le déni, là. Puis parce que j'aime vraiment Superman. Puis les trailers de Man of Steel, tu sais, il y avait des trailers Terrence Malick-esque de une personne qui décide d'être bonne est en marge de la société. Puis là, je suis comme, ouais, c'est ça, Superman. Puis le troisième trailer de Man of Steel, c'est comme la meilleure affaire au monde, là, parce que c'est. On dirait que ça me promet le film que moi, j'imagine dans ma tête qu'un film de Superman devrait être. Fait que là, il y a tout ça, puis là, le lendemain, j'étais comme, ah non, je pense que c'est de l'hostie de marde. C'est terrible. Puis là, tu sais, puis je me suis vraiment senti trahi, puis j'ai été le voir comme, il me semble que j'ai été voir une deuxième fois avec une de mes amies qui ne l'avait pas vu, puis
qui voulait le voir, puis il a dit, ah, toi, Superman, on ira le voir ensemble. Puis je suis comme, OK, ouais, mais moi, j'y vais pour lui donner une deuxième chance. C'est comme, je veux qu'il me gagne, puis ça n'a vraiment pas marché, puis c'était tellement comme proche de ce que je voulais, mais en même temps, ça a tellement chié dans les mains de pas comprendre c'est qui Superman, puis ça comprend pas la fantaisie de base de Superman pour moi, que c'est pas que c'est un homme qui est extrêmement fort, c'est qu'il est un homme qui est extrêmement fort, mais qui est aussi extrêmement bon. Là. C'est ça la véritable magie fantaisiste de Superman, c'est qu'il est moralement correct, peu importe. Ouais. Fait que voir toutes ces affaires-là, puis j'écoute beaucoup de films de Godzilla récemment. Puis tu vois comment Godzilla il représente une symbolique de la nature qui est hors du contrôle ou qui est peut-être précipitée par l'homme puis qui vient les détruire. Puis là, tu peux voir une certaine symbolique semblable que Zack Snyder voulait faire. Comme Superman est comme Godzilla, son existence fait qu'il détruit des affaires. Puis, il y a un peu de ça. Puis là, je suis comme... non, Superman n'est pas ça. Là. C'est pas ça l'affaire. C'est pas ça la fantaisie. Là, si Superman existait pour de vrai, tout serait détruit. Jusque là. Oui, mais c'est ça qui est le fun de Superman. C'est que ça n'arriverait pas. C'est ça. Il va prendre le chemin pour pas détruire les trucs. Ouais, c'est ça qui est le fun. C'est ça la fantaisie. Moi, je ne suis pas intéressé à la vraie version de cette affaire-là. Là. Ça m'intéresse pas. Là. Allez écouter The Boys. Allez écouter Brightburn si vous voulez. Mais c'est ça. Ça fait que moi, ça m'a vraiment extrêmement déçu. Mais l'affaire qui est aussi vraiment surprenant / choquante, c'est que il y a un artiste qui travaille pour DC Comics qui s'appelle José Luis Garcia Lopez. Puis lui, c'est l'artiste qui fait les guides de style de DC Comics. Okay. Fait que puis ça depuis quasiment 30-40 ans. Wow. Fait que si tu vois Superman sur une boîte à lunch, c'est comme lui qui le dessine, c'est basé sur les dessins qu'il fait. Puis Henry Cavill ressemble à ça. Ouais. On dirait qu'il est sorti de la plume de ce gars-là. Fait que t'as comme le gars qui ressemble le plus parfaitement à Superman au monde, qui est comme juste une brute poche, qui est couleur de costume sombre, puis qui est vraiment comme... En tout cas, c'est vraiment décevant, mais tu sais, j'étais vraiment choqué dans le temps. Là, à cette heure, je trouve surtout le film plate et mauvais. Mais à l'époque, j'étais comme déçu. Là. J'étais comme trahi. Là. J'arrêtais pas de dire à tout le monde Man of Steel, ça va être le best. Mais là, je suis comme. Là, à cette heure, tu sais, ben là, regarde, on va voir le Snyder. On a déjà écouté Batman vs Superman ensemble. C'est vrai. On a Snyder Cut qui sort à la mi-mars, qui va être 4 heures. Puis ça va être terrible, mais j'ai hâte de le voir pareil. Puis je veux savoir. Oui, vas-y, excuse. Mais c'est ça, c'est. Bref, mais je suis comme. C'est pas devenu un méga hit qui fait que là, 8 ans plus tard, on a encore on a encore comme des films de cet univers-là, mais on n'a pas comme le 8e film de Zack Snyder où ce que là, Superman est evil, puis il tue Batman, puis c'est une version cinématographique d'Injustice ou des affaires comme ça. Fait que je suis comme... Après le Snyder Cut, là, je pense que ça va être fermé, ces films-là. Fait que je suis comme... Ça me dérange pas. Là. Si ça continuerait à être populaire, je pense que je serais comme pas mon Superman. Mais là, à cette heure. Puis je veux savoir quand même ton amour de Superman, ça remonte à quand? C'est né comment? Tu l'as cultivé comment? Ben, je pense que ça vient beaucoup du premier film. Puis je te dirais que le premier film de Superman, ayant grandi en Abitibi, ça a comme formé mon idée de la grande ville, c'est Métropolis. Puis quand j'ai quitté moi-même l'Abitibi pour aller vivre à Montréal, pour apprendre, pour aller au cégep, des affaires comme ça, là, le parallèle de quitter Smallville pour aller à Métropolis, c'est devenu vraiment clair pour moi. Puis il y avait Puis en même temps que ça, il y avait beaucoup de comics de Superman qui parlaient de ça. Il y a un comic qui s'appelle Superman for All Seasons, ça parle de lui qui quitte son patelin pour déménager dans la grande ville. En même temps que moi, ça m'arrivait. Fait que là, tu sais, j'ai vraiment connecté one-to-one à ça. Mais, tu sais, les films de Superman, quand j'étais jeune, c'était des locations fréquentes. Tu sais, la madame qui devient une madame ordinaire dans Superman 3, c'est comme... Tu sais, la première fois que je voyais comme tout de même des visuels assez horrifiques
dans un film, puis ça reste troublant. Là. Ouais. C'est dans le Ça troisième reste qu'il y a dérangeant. Richard Pryor? Oui, C'est dans le 4? Ouais, c'est le troisième. Beaucoup de choses dans le troisième. Il y a beaucoup de stock dans Superman Ouais. 3. C'est dans celui-là qu'il y a Bizarro ou... Qui a son double maléfique, qui retourne voir la Nolan. Il y a un film... Il y a un meilleur film plus intéressant dans Superman 3 qui existe parce qu'il y a beaucoup de Superman qui est comme je rate une fois, le monde m'haït, ça c'est quoi ça? Puis blablabla. Puis Ouais. il y a un film plus riche à faire avec ça, mais bref, ça vient vraiment de là, puis aussi que j'ai commencé à lire les comics, puis à m'intéresser justement aux comics mensuels en anglais, nord-américain qui sortaient de Superman. Fait que il y a tout ça qui me vient du cinéma. Je me rappelle quand j'étais vraiment jeune, puis quand on allait à Montréal avec mes parents, j'ai un souvenir très jeune de regarder par la fenêtre de l'auto puis de voir comme les grands buildings, mais aussi regarder dans les airs comme pensant possiblement voir Superman. Là, comme c'était comme vrai à ce niveau-là pour moi. Là. Fait que comme il représente vivre en ville quelque part pour moi, Superman. Puis j'ai découvert cette notion-là à travers justement le Superman de Christopher Reeves dans le temps. Magnifique. On va conclure avec Charlie's Angel, film de 2000. Oui. Réalisé par McG. C'est vraiment... c'est tout. MCG, McG. Charles McGinty, qui est son nom complet, je crois. Je sais que c'est peut-être Joseph McGinty, mais je crois que c'est au moins McGinty. Là. OK, mais mieux connu sous le nom de McG. Oui. Qui était, mon Dieu, qui signait plein de vidéoclips, de publicités et quelques films au début des années 2000 et qui est depuis effacé et pratiquement tombé dans l'oubli. Il est pas mal sur Netflix maintenant. Là, à cette heure, je pense qu'il s'est plugué chez Netflix, puis faudrait que je check. Il a sorti 2 films de Babysitter, genre un film horreur pop. Je les ai pas vus encore, mais j'ai l'impression qu'il s'est plugué chez le gros Babysitter, Je pense qu'il s'est plugué là, puis j'imagine qu'il en sort peut-être. J'imagine que pour quelqu'un qui a fait autant de vidéos, peut-être sortir un film par année n'est peut-être pas un gros challenge pour lui. Là. Ouais. Donc, Charlie's Angels met en vedette Cameron Diaz dans le rôle de Natalie, Lucy Liu en tant que Alex, Drew Barrymore en tant que Dylan. Bien sûr. Probablement qu'une commandite de cuir Dimitri là-dedans. Bill Murray est aussi en vedette. On parlait de Norman Rockwell. Ici, c'est Sam Rockwell. Tim Curry. Puis là, on tombe vraiment dans un casting très fin 90, début 2000. Crispin Glover, LL Cool J, Matt LeBlanc, Tom Green, Luke Wilson et Alex Trebek. Monsieur Géopardy. C'est le genre de film-là. C'est le genre de film-là où tu sens que la production, ils ont juste appelé des gens en disant tu veux-tu venir faire une journée de tournage, on te paye 100 000. OK, parfait, viens-t'en. C'est ce genre de film-là. C'est ce genre de film-là, oui, absolument. Écoute, j'avais 20 ans. Oui. Tu vois, c'est... en fait, tu sais, la notion de plaisir coupable, moi, je me sens pas coupable de l'aimer, mais j'ai l'impression que dans la vraie réalité, ça se traduit comme plaisir qu'il faut que tu expliques. Oui. Puis, Charlie's Angels est certainement ça. J'ai des bons souvenirs de l'avoir vu justement au cinéma avec des amis au cégep. Puis je me rappelle d'avoir été le chercher au Walmart de Montréal-Nord, au store qui est sorti en DVD. Puis on l'écoutait avec mon pote Étienne, que j'ai mentionné tantôt. Et l'affaire que j'aime ça quand un film essaye d'avoir tout dedans, ou beaucoup d'affaires. Oui. Fait que l'aspect... Ma théorie, c'est que, étant le premier film de Big G, c'est que c'est un gros film de 7 piece parce que je pense qu'il voulait montrer à travers la franchise de Charlie's Angels que c'était une télésérie où à chaque semaine, il y avait des aventures dans différents milieux. Il s'est dit, dans un film, ça veut dire de Charlie's Angels, il peut y avoir plein de milieux. Et par conséquent, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir plein de genres cinématographiques. Puis moi, je pense qu'il a utilisé ce film-là pour se faire un genre de scrapbook de checker, je peux faire tous les films. Ah, pas fou. Je peux faire tous les films parce qu'ils sont tous là. Fait que dans Charlie's Angels, tu as de la comédie musicale, tu as des poursuites, tu as du heist, tu as des affaires super glossy, vidéoclip mode et tu as aussi ce qui est très important pour moi. Puis la raison pourquoi je te l'ai suggéré, parce que je voulais essayer de choisir aussi des films qui montrent un peu comme mon éventail d'affaires de films que j'aime. Il y a du
de la chorégraphie, il y a du kung-fu, de la chorégraphie de films d'arts martiaux chinois, Mhm. qui, dans ce cas-ci, dans Charlie's Angels, est faite par Corey Yuen, dont je me suis donné le serment d'essayer de voir le plus de ces films possible en 2021, OK. dans l'année que j'appelle 2020 Yuen. Et à date, tu vois, je t'avais donné deux choix, peut-être Dead or Alive, Ouais, qui est Dead son or Alive, oui. adaptation du film que j'ai revisionné ce week-end pour me faire une tête, qui est pas mal 6 ans plus tard exactement ce qu'il a fait dans Charlie's Angels. Mais Mhm. l'affaire que j'aime, ça, je pense aussi qu'il y a un aspect fétichiste pour moi, c'est qu'il y a des super belles dames qui sont toujours super stylisées fashion. Puis la caméra de McG, mais aussi parce que Corey Yuen, je ne fais pas juste la chorégraphie des batailles, je pense qu'il aussi il fait la cinématographie des combats. Mhm. Euh, Ça, c'est très apparent dans Dead or Alive, mais on le voit aussi bien dans Charlie's Angels. Il aime ça lorgner le corps féminin, Mhm. mais il aime ça le voir aussi comme puissant en action, genre. OK. Comme, tu sais, l'athlétisme qu'on voit, mettons, de Cameron Diaz dans Charlie's Angels, je trouve ça vraiment spectaculaire. Ouais. Comme il y a des shots, tu sais, elle qui. C'est une grande échalote pour Oui. parler comme. C'est une grande madame, mais tu sais, les genres de lentilles qui curvent pour capturer la longueur de ses jambes alors qu'elle kick un dude. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment spectaculaire, je trouve. Puis c'est ça célèbre comme la beauté de ces femmes-là, mais en même temps, elles sont comme check les genres de double kick qu'ils font. Parce que c'est filmé aussi de façon à ce que tu les vois en masse faire beaucoup de leur propre chorégraphie. Mhm. Puis je te dirais que aussi durant la pandémie, là, je me suis mis à écouter beaucoup de films d'action de Hong Kong. Puis tu, quand tu vois que tu écoutes des affaires nord-américaines, que c'est pas vraiment les acteurs qui les font, là, moi, c'est devenu, ça pop vraiment Ah à ouais. mon œil. Puis dans Charlie's Angels, tu le vois que c'est beaucoup elles qui le font. Puis Ouais. sont très fortes, sont Puis, vraiment bonnes. ouais. Puis c'est un projet de cœur pour Drew Barrymore parce que c'est elle qui a produit, c'est elle qui était même détentrice des droits de Mhm. Charlie's Angels au moment de la production. Elle avait acheté ça en se disant si un jour ils font un film, ils n'auront pas le choix de venir me demander de le faire. Fait que c'est vraiment un projet de cœur pour elle. Et je trouve que c'est tout à son honneur parce que même si c'est pas un film grandiose, c'est un film qui a eu une trentaine de réécritures avant que le studio dise Ouais. c'est correct, allez-y, c'est passable, on va faire de l'argent avec ça, merci, bonsoir. Mais elle a voulu être là-dedans. Mhm. Puis je trouve ça bien, en fait. Tu sais, tu peux pas frapper un projet pour lequel quelqu'un met tout son amour, si c'est pas pour te détruire, évidemment. Ouais, ouais, absolument. Puis, tu sais, il y a vraiment un aspect encore là pour les batailles, il y a un aspect comédie musicale de, Mhm. tu sais, la bataille qui se joue sur Smack My Bitch Up de Prodigy, puis plus tard, l'autre bataille qui se joue sur, tu sais, du Korn. C'est tellement une capsule de l'époque, puis tu sais, leur adversaire, la méchante Vivienne, est habillée comme Trinity dans The Matrix, parce que à quoi bon faire semblant que c'est Ben oui. pas ça l'inspiration? Tu sais, il y a un aspect capsule temporelle que je trouve vraiment charmant. C'est comme ça la mode de l'époque. C'est ça qu'il y avait dans les vidéos. C'est ça que le monde aimait. Ouais. Que je trouve sécurisant. Puis, ça arrive, moi, on a encore le corps à la maison et ça arrive si je surfe et je pogne un bout de Charlie's Angels, et c'est arrivé une couple de fois, j'y reste un bon petit bout. Là. Je me laisse bercer par ça. Je trouve ça vraiment le fun. Ouais. As-tu tenté ta chance avec la nouvelle version qui est sortie avec Kristen Stewart l'année dernière ou il y a 2 ans, là, Oui, le teint un peu flou? je l'ai vu en visionnement de presse avec OK. mon ami Alex, avec qui on fait des voyeurs de vue. On a fait un épisode dessus, justement là-dessus. Puis, euh, écoute, le cœur est à la bonne place. L'idée, cependant, ça se veut un film d'action aussi. Puis, à cette heure, la, l'appétit pour un film d'action, maintenant, d'action de non-super-héros, Mhm.
il faut justement que tu fasses comme les actrices du film de 2000. Il faut que tu les voies, elles, en train de le faire pour être impressionnées. Parce que là, on est à l'époque de John Wick. On est à l'époque de Mission Impossible où que Tom Cruise fait tout et se tue pour de vrai. Puis là, on t'avait d'avoir Mr. Nobody avec Bob Odenkirk qui lui aussi le fait pour de vrai. Très hâte de voir ça. Charlize Theron qui le fait aussi, elle aussi, tu sais. Puis il n'y a pas cette action-là éclatante parce que, tu sais, ça, c'est de l'action qui coûte cher à faire parce qu'il faut que tu t'entraînes les actrices. Puis pour entraîner les actrices ou les acteurs, ça prend des mois. Puis aussi, ces scènes d'action-là prennent du temps à tourner si tu veux les faire comme ça. Et c'est des assurances et c'est de la... Ah oui. Et c'est un chiard d'avocat, c'est un chiard d'assureur, c'est un chiard de production. Personne ne veut aller là, fait qu'ils vont juste prendre des... ils vont prendre des cascadeurs ou du CGI puis faire « Allez-y, arrangez-moi ça en post-production puis ça va être beau. » Exactement. Fait que je pense que Kristen Stewart a beaucoup de charisme. Naomi Scott est bonne. Le setup qu'ils ont créé pour, il est correct, mais je pense aussi que, aussi à ce temps, quand tu parles de Charlie's Angels, le monde, il pense au film de 2000. Il ne pense pas à la série des années 70. Puis le film de 2000, tout l'argent il est sur l'écran. Il a de l'air d'un vidéoclip de Mick G. Tout brille. Tout a l'air de coûter cher. C'est très bonbon. C'est très pop. C'est très pop, bonbon. Puis là, ils ont essayé de faire quelque chose qui n'était pas autant pop, bonbon. Puis j'ai l'impression que ça, à moins que tu fasses la meilleure version de ça au monde, tu ne vas pas satisfaire l'appétit de base qui est comme « Ah, moi, je voulais le pop bonbon qui casse de Charlie's Angels de 2000. » Mais sinon, Kristen Stewart, par exemple, est super charismatique là-dedans. Oui, très bonne. Que, tu sais, elle a déjà fait sa run dans une grosse franchise, puis j'ai l'impression qu'elle va... Là, elle s'est comme réessayée, mais j'ai l'impression qu'elle ne va pas faire ça souvent. C'est dommage que sa nouvelle run de mainstream blockbuster n'ait pas fonctionné une deuxième fois. Là. Mais j'ai trouvé ça bien, mais tu sais, quand il a popé sur Amazon Prime, j'avais pas le goût de cliquer et d'aller le voir immédiatement. Ouais. Là-dessus, Yannick, ça a été un plaisir de te recevoir à l'émission. Pareillement, mon rêve. Merci beaucoup. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, je sais que tu as beaucoup d'adresses et de pages à plugger, alors je te laisse, laisse le temps voyons. Je te laisse la patinoire. Allez-y. Merci. Écoute, j'enfile mes patins et j'embarque. Pour vous dire que je m'appelle Yannick Belzile, vous allez me trouver sur Instagram où je fais des dessins, où mes illustrations, mes esquisses, mes carnets sont sur Instagram à Yannick Belzile, ainsi que sur Facebook à Yannick Belzile, cartooniste robuste, où je fais des illustrations. Si vous aimez mes illustrations, vous pouvez m'en commander. C'est un truc que je fais. Et aussi, sinon, je suis disponible. Vous pouvez m'entendre au podcast 3 bières qui sort à chaque semaine, ainsi qu'au podcast Les Voyeurs de Vue où je parle de cinéma comme vous m'avez entendu parler de là. Avec les films, le cinéma n'est pas le même. Les Voyeurs de Vue, on a un concept où chaque film dont on parle doit être lié au suivant par le biais du réalisateur et du scénariste ou de l'acteur. Et comme on t'a invité, Guilla, pour parler de Social Network. À cause de Justin Timberlake, nous avons sauté à The Love Guru qui nous avons visionné et on enregistre demain l'épisode qui, par le biais de Ben Kingsley, nous a amené de Love Guru à la liste de Schindler. Oui! Un gros saut dans le... Gros saut. M'a dire, j'avais jamais vu la liste de Schindler. M'a dire que, écoutez ça samedi soir. Hey, hein? C'était rough, ça. Mais ça replace en pandémie, ce genre de film-là. Ça replace en tabarnak. Oui, tu fais, je suis bien chez nous. Tout va bien, finalement. Oui. J'en ai pas de problème. J'ai pas de raison de me plaindre de quoi que ce soit. Je te dis qu'après ça, j'étais comme, moi, je pense que écouter un Mandalorian juste pour regarder Baby Yoda. Là. C'est ça que j'ai besoin de faire après ça. Là. Pas que je capote sur The Mandalorian, mais là, je suis comme, regardez ce petit gnome-là. C'est juste ça que j'ai besoin en ce moment. Là.
Fait que oui, voyeur de vue, voyeurdevue.com. Et aussi, je suis sur Twitter avec Belzile où je parle de pop culture. Et c'est pas mal ça. Tous vos besoins de moi seront comblés par ça, je crois. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. D'ici là, pas d'ici là. Je vais faire une petite cote ici. Ouais, c'est quoi moi? là, je me suis dérouté moi-même complètement. Ben, merci beaucoup. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Yannick Belzile, on a jasé de film.